Le triomphe du cœur. Il fut un temps où je croyais que l'intelligence et l'argent suffisaient à imposer le respect. Dans mon esprit, ces deux éléments conféraient à nos paroles une telle puissance que les autres n'avaient d'autre choix que de se plier. Je voyais le monde ainsi, parce que je venais d'une famille privilégiée. Jamais je n'avais connu la souffrance ni le manque. Et de cette hauteur, j'ai longtemps regardé les autres de haut, persuadé que ma position me donnait un pouvoir incontestable. Mais un jour, une rencontre inattendue a bouleversé mes certitudes. Cette personne m'a révélé une vérité bien plus profonde. La vraie force ne réside ni dans la richesse, ni dans l'intellect, mais dans la beauté du cœur. Ce fut un choc, une prise de conscience qui a tout changé en moi. Aujourd'hui, je suis ici pour vous raconter cette histoire, celle de la découverte de mes erreurs et de l'éveil à une nouvelle réalité. Mon mari et moi avons 4 merveilleux enfants, 3 fils et une fille. Grâce à nos études supérieures, nous avions tous deux de bons emplois, vivions dans une belle maison et possédions de belles voitures. Nos enfants ne manquaient de rien, et chacun d'eux, brillant et ambitieux, a poursuivi des études. Chaque fois que l'un d'eux obtenait son diplôme, je me faisais un devoir d'organiser une grande réception pour célébrer leur réussite. J'étais fière et je leur rappelais souvent qu'il était important de choisir un conjoint à leur hauteur, quelqu'un d'instruit, intelligent, qui reflèterait cette image de perfection que je voulais tant pour notre famille. C'est ainsi que mes 2 fils aînés ont épousé de magnifiques femmes, tout aussi éduquées et intelligentes qu'eux. Ma fille, quant à elle, après avoir obtenu son diplôme, s'est mariée à un jeune homme riche, beau et brillant. Tout semblait parfait. Mais il restait Marvin, mon cadet. Marvin était différent. Il venait juste de terminer ses études, mais contrairement à ses frères, il refusait que je lui organise une réception pour célébrer son succès. Cela m'attristait, mais je lui ai quand même rappelé qu'il devait trouver une épouse digne de lui, une femme instruite et bien éduquée, comme je l'avais toujours souhaité. Marvin m'a alors dit « Maman, je voudrais que tu saches que je suis déjà avec quelqu'un. Elle n'a pas fait de longues études, elle a juste terminé le lycée, mais elle est intelligente, elle travaille dur, et elle a un cœur énorme. Je suis certain qu'elle est la seule qui saura te supporter, maman, car tu as un caractère, disons, un peu hautain. » Ces mots m'ont blessé. Comment Marvin pouvait-il me voir ainsi? Je lui ai répondu, un peu piqué. « Comment peux-tu dire que je suis hautaine? Si c'était vrai, personne ne viendrait à mes réceptions. » Mais Marvin, avec une douceur implacable, m'a rétorqué. « Cela ne veut rien dire, maman. Ces gens-là te ressemblent, c'est normal qu'ils te côtoient. Cela ne prouve pas que tu es une bonne personne. Tu dois revoir ta manière d'agir et de penser, maman. Je vais épouser ma copine, même si elle n'a pas fait de hautes études, parce que je l'aime. » Après cette conversation, le sommeil m'a fui. Je ne comprenais pas pourquoi Marvin ne suivait pas le chemin tracé par ses frères. Pourquoi voulait-il épouser une fille si différente de ce que j'avais toujours imaginé pour lui? Cette révélation m'a bouleversée. Je devais absolument le persuader. Il en allait de l'honneur de notre famille. J'ai donc parlé à mon mari, lui expliquant que si nous n'agissons pas rapidement, Marvin risquait de nous couvrir de honte en épousant cette fille sans éducation. Mon mari a alors tenté, avec douceur mais fermeté, de raisonner Marvin. Mais il était borné, refusant catégoriquement d'écouter quoi que ce soit. Plus nous insistions, plus il se fermait. Nous étions désemparés, complètement à court d'idées pour ramener notre fils à la raison. C'est alors qu'une de nos tantes, sage et réfléchie, est intervenue. Elle nous a conseillé d'arrêter de mettre autant de pression sur Marvin, nous rappelant que c'était sa vie, son choix. Elle a même évoqué, avec une inquiétude palpable, les tragédies d'aujourd'hui. Combien de jeunes, accablés par l'amour et le désespoir, finissent par se suicider. Elle nous a prévenus, en voulant forcer Marvin à renoncer, nous risquions de le perdre pour toujours. Ces mots ont laissé une empreinte profonde en moi. Après avoir longuement réfléchi, j'ai dû admettre que cette tante avait raison. Marvin est notre fils, et peu importe nos désaccords, nous ne pouvions pas risquer de le perdre. Alors, nous avons décidé d'arrêter de le sermonner, de le laisser faire son choix. Mais au fond de moi, la frustration bouillonnait encore. Si Marvin devait vraiment épouser cette fille, je me disais que je trouverais un moyen de rendre sa vie si difficile au sein de notre famille qu'elle finirait par partir d'elle-même. Quelques mois plus tard, Marvin a épousé cette fille, Alice. Ils se sont installés ensemble dans un petit appartement modeste. De mon côté,
J'ai rassemblé mes 2 belles-filles, les épouses de mes fils aînés, et je leur ai dit, avec une certaine complicité: « Écoutez-moi bien, vous êtes mes belles-filles bien-aimées, et j'ai une totale confiance en vous. À chaque événement familial, nous nous réunirons pour en discuter, et ensemble, nous prendrons toutes les décisions. Inutile d'inclure Alice. Même si elle est mariée à Marvin, elle est naïve et manque d'intelligence. Tout ce qu'elle sait faire, c'est travailler à l'usine. Elle n'a pas sa place dans nos conversations, vous comprenez? Je vais être claire. Je ne l'aime pas, et je crains pour l'avenir de Marvin. Vous, en revanche, êtes mes belles-filles préférées, brillantes et cultivées. Je compte sur vous deux pour toujours être au-dessus d'Alice, pour ne jamais la laisser prendre le dessus. » À partir de ce jour, nous faisions tout ensemble, laissant délibérément Alice de côté. Que ce soit les sorties, les déjeuners en famille, ou même les vacances, Alice n'était jamais incluse. Il m'arrivait même de partir en voyage avec mes 2 belles-filles, sans jamais lui proposer de se joindre à nous, l'ignorant complètement. Pourtant, malgré tout ce que je faisais pour la marginaliser, Alice ne se plaignait jamais. Chaque fois qu'elle venait chez nous avec Marvin, elle affichait toujours ce grand sourire, comme si rien ne l'atteignait. Cela me troublait, car je m'attendais à ce qu'elle réagisse, à ce qu'elle montre de l'agacement ou de la frustration. Mais au lieu de cela, elle restait calme, souriante, et cela me déroutait encore plus. Parfois, nous faisions exprès de regarder nos photos de voyage devant elle, comme pour nous vanter de nos belles aventures. Avec un sourire courageux, Alice se joignait à nous et commentait: « Vous avez l'air de vraiment vous amuser. Oh maman, tu es tellement belle sur cette photo, et sur celle-ci, tu parais vraiment jeune. » Elle ajoutait ensuite, d'une voix sincère mais légèrement triste: « Plus tard, quand j'aurai un peu d'argent, j'irai avec vous. Je comprends que pour l'instant je n'ai pas les moyens. C'est pour ça que vous ne m'avez jamais invité à aller avec vous. » Nous nous regardions, déconcertés, ne sachant pas quoi répondre. Nous nous contentions d'hocher la tête avec un sourire forcé, tandis qu'une vague de malaise nous envahissait. En moi, une question obsédante persistait. Est-ce que Alice jouait la comédie, ou est-elle vraiment si naïve qu'elle ne comprenait pas l'exclusion évidente dont elle était victime? Son attitude, mélange de sincérité et de détachement, me perturbait profondément. Lorsque Alice a eu son premier bébé, personne de notre famille ne s'est déplacé pour la voir à l'hôpital. Ce fut elle qui est venue nous présenter sa fille à la sortie de l'hôpital. D'ailleurs, je n'avais jamais offert de cadeau à Alice, mais je n'hésitais pas à combler mes 2 autres belles filles de bijoux et d'attention. Puis, les années ont passé, et après si longues années d'exclusion, Alice était toujours là, bien que nous continuions à vivre comme si elle n'était pas réellement ma belle-fille. Alice avait maintenant 2 enfants, mais jamais je ne me suis proposé pour les garder, alors que mon mari et moi passions régulièrement du temps avec les enfants de mes autres belles-filles, les gâtant de jouets et de douceur. À Noël ou pour les anniversaires, j'offrais des cadeaux à tous mes petits-enfants, sauf à ceux d'Alice. Je ne voyais que rarement les enfants de Marvin et Alice, et je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de les voir grandir. Au fil du temps, j'ai remarqué qu'Alice était une cuisinière exceptionnelle. À chaque visite de Marvin et Alice, elle arrivait avec des douceurs faites maison, des plats soigneusement préparés. Avec un sourire sincère, elle me disait: « Maman, j'ai préparé ce plat pour vous. Goûtez-le avec papa. J'espère que vous l'aimerez. » Je la détestais et n'avais aucune envie de goûter à ces plats. Alors je lui répondais: « Ce genre de plat, tes 2 autres belles-sœurs nous en ont déjà préparé plein. Pose-les sur la table. Nous les mangerons plus tard si nous en avons envie. » Mais elle insistait, toujours avec une gentillesse touchante. « Si tu veux, maman, je peux le réchauffer maintenant. » Fâchée, je lui répétais: « Non, j'ai dit non. Arrête d'en apporter. Nous ne pouvons pas en manger autant. » Malgré mon ton sévère, Alice ne se laissait pas démonter. Avec un sourire lumineux, elle répondait: « D'accord, maman, mais je pense pas que je vais pouvoir arrêter de vous en apporter, car chaque fois que nous nous préparions à venir chez vous, je pense toujours à toi et à papa. Je ne peux pas m'empêcher d'en apporter. Ça doit être quelque chose que j'ai appris de ma famille. Mes parents m'ont toujours enseigné à chérir les aînés, alors j'ai toujours peur que vous n'ayez jamais assez à manger. » Son attitude me déconcertait profondément. À chaque visite, je me préparais à lui lancer des regards froids et à lui parler sèchement, mais son sourire éclatant et sa chaleur humaine me touchaient toujours. Dès qu'elle arrivait, son sourire illuminait la pièce
Elle me prenait dans ses bras, me demandant comment j'allais. Face à sa gentillesse et son dévouement, il devenait de plus en plus difficile pour moi de maintenir la froideur que j'avais choisie. Son comportement généreux et authentique commençait à ébranler les murs que j'avais érigés autour de mon cœur. Un soir, je me suis tournée vers mon mari avec une note de désespoir dans la voix. « Chérie, nous n'avons aucune sympathie pour Alice et pourtant, à chaque visite, elle arrive toujours les bras chargés et avec ce grand sourire. Il m'est devenu impossible de la détester dans ces conditions. Même les remarques que je prévoyais pour la vexer, il suffit qu'elle me sourie et je n'arrive plus à les dire. » Il m'a répondu avec une certaine perplexité. « Je n'ai jamais vu une belle fille comme elle. Avec tout ce qu'on lui fait subir, elle aurait pu répandre des horreurs sur nous. Mais tu sais quoi? Quand je rencontre des connaissances, elles me disent qu'Alice parle de nous comme de beaux parents intelligents et vraiment chaleureux. Je suis moi-même complètement désemparée. » Je lui ai avoué, frustrée. Alice m'énerve vraiment. Son comportement est un mystère pour moi. Depuis toutes ces années, je n'arrive toujours pas à la cerner. Elle garde toujours ce sourire, et il m'est impossible de savoir si elle est vexée ou contente. J'aimerais la voir enfin s'énerver, juste pour pouvoir la réprimander comme il se doit. Mon mari a tenté de me rassurer. « Ne t'inquiète pas, elle ne pourra pas me tenir ce sourire indéfiniment. Un jour, elle finira bien par montrer son vrai visage. » Inquiète, j'ai exprimé mes craintes à mon mari. Malgré tout ce qu'on lui fait subir, elle est toujours là, implacable. Si ça continue comme ça, j'ai vraiment peur qu'elle ne quitte jamais Marvin. Cette situation me rend folle d'angoisse. Un jour, à l'occasion de la fête des mères, j'ai reçu un appel inattendu de mes belles-filles. Elles m'ont demandé de me préparer, car elles viendraient me chercher pour déjeuner à l'extérieur. J'étais à la fois surprise et ravie, car les années précédentes, elles se contentaient de m'offrir un bouquet de fleurs. En entendant leur invitation, une vague de bonheur m'a envahi. Je me suis précipitée pour me préparer, choisissant avec soin ma tenue. J'ai essayé plusieurs robes avant de trouver celle qui me convenait parfaitement. Je me suis maquillée, parfumée, et j'ai mis 1 heure entière à me préparer. Je voulais être impeccable pour cette occasion spéciale. Lorsque mes belles-filles ont sonné, j'ai ouvert la porte avec une excitation palpable. Devant moi, elles étaient habillées de manière très décontractée, en jean, avec un petit haut. Elles m'ont scruté de la tête aux pieds avant de me demander si j'étais prête. J'ai répondu avec empressement que oui. Je les ai alors suivies jusqu'à la voiture, me demandant où elles allaient m'emmener. Au fond de moi, j'étais surprise par leur tenue. Je me suis dit que peut-être de nos jours, les jeunes femmes allaient au restaurant dans des tenues très simples. Pendant le trajet, j'ai posé une question sur leurs enfants restés à la maison, m'interrogeant sur qui allait préparer leur repas. Elles m'ont répondu avec un naturel déconcertant qu'elle leur amènerait des hamburgers. Mon impatience de découvrir le restaurant où elles avaient prévu de m'emmener grandissait, mêlée à une pointe de curiosité. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait, mais l'idée de passer un moment agréable avec mes belles-filles me remplissait de joie. Après quelques kilomètres, nous avons pris la direction d'un McDonald's, en passant par le drive. Je me suis d'abord dit qu'elles allaient probablement commander pour leurs enfants avant de nous diriger vers un vrai restaurant. Mais lorsque nous avons atteint le poste de commande, après avoir passé les commandes pour leurs enfants, l'une de mes belles-filles m'a demandé « Maman, et toi, tu veux quel menu ?» Perplexe, j'ai essayé de leur expliquer que je n'en voulais pas puisque nous irions manger ailleurs. Mais elles m'ont regardé. L'une de mes belles-filles m'a alors dit, un peu déconcertée « Mais maman, c'est ici que nous voulions t'emmener. » L'autre a ajouté avec une note de surprise dans la voix « Maman, tu pensais vraiment que nous allions t'emmener dans un restaurant chic? C'est pour ça que tu t'es habillée si élégamment ?» À ce moment-là, une vague de honte m'a envahi. J'avais l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. Une de mes belles-filles me pressait de choisir rapidement un menu, alors que je me sentais totalement désemparée. J'ai fini par choisir un menu au hasard, et elles m'ont ensuite redéposé devant chez moi. Mais je n'avais jamais ressenti une telle humiliation. En rentrant chez moi, les larmes me montaient aux yeux, tandis que je serrais ce menu à emporter qu'elle m'avait donné. Tout en moi s'effondrait. Si c'était pour ça, j'aurais préféré recevoir un simple bouquet de fleurs comme chaque année. Pourquoi m'avoir invité, me faire espérer une sortie spéciale pour finalement m'emmener au drive de ce fast-food? Elles auraient tout aussi bien pu commander pour moi sans que je me déplace. La déception pesait lourd, mais malgré tout, je ne pouvais vraiment leur en vouloir. Après tout, ce sont mes belles-filles privilégiées.
Dans l'après-midi, Marvin nous a appelés pour nous inviter à dîner chez eux. Honnêtement, je n'avais aucune envie de sortir, surtout après la journée humiliante que j'avais vécue. Mon mari, cependant, m'a convaincu de faire un effort pour Marvin, pour ne pas lui faire de la peine. Nous avions toujours esquivé leurs invitations jusqu'à présent, mais cette fois-ci, Marvin avait précisé que c'était un repas en l'honneur de la fête des mères. Alors, avec un mélange de réticence et de devoir, nous avons finalement accepté l'invitation. Ce soir-là, nous nous sommes rendus chez Marvin et Alice, nos cœurs chargés de sentiments contradictoires. Le simple fait de franchir leur porte évoquait en moi un mélange d'appréhension. Alice avait tout soigneusement préparé, le repas était délicieux et attendait juste notre arrivée. Après avoir partagé ce moment autour de la table, elle m'a tendu une boîte cadeau et une enveloppe. En ouvrant la boîte, j'ai découvert une magnifique chaîne en or, et dans l'enveloppe, il y avait 200 € en liquide. Alice, avec son éternel sourire doux, m'a alors dit « Maman, toutes ces années, j'ai voulu te préparer quelque chose de spécial pour la fête des mères, mais tu étais toujours occupée avec tes autres belles-filles. Je sais, je suis la moins intelligente d'entre elles, et que mon travail ne me rapporte pas beaucoup. Alors j'ai économisé tout ce temps pour t'offrir ce simple cadeau. Je suis désolée de ne pas pouvoir t'offrir plus que mes belles-sœurs, mais je ferai mieux la prochaine fois. » À ce moment, ces deux enfants se sont avancés, chacun avec un petit cadeau et une carte. Sa fille aînée, qui n'avait que 7 ans, m'a tendu son cadeau et m'a dit avec une innocence touchante « Mamie, c'est pour toi. Un cadeau pour la fête des mères. On t'aime, mamie. » Je suis restée là, sans voix. Pourquoi ces enfants, que je n'avais jamais gardés, à qui je n'avais jamais offert de cadeau, faisaient-ils preuve de tant de générosité? D'une voix tremblante, j'ai dit « Mais pourquoi m'offrez-vous des cadeaux, alors que je ne vous en ai jamais donné, ni à Noël, ni à vos anniversaires ?» La petite fille a répondu avec une sagesse déconcertante. « Mamie, maman nous a dit que même si toi et papy, vous ne savez pas nous aimer, il faut vous aimer quand même. Parce que les personnes âgées, ce sont elles qui nous donnent la vie. Tu n'as peut-être pas beaucoup joué avec nous, mamie, mais on t'aime quand même. Tu es la meilleure des mamies. » Sur le chemin du retour, dans la voiture, mon mari a brisé le silence. « Chérie, je pense que nous nous sommes trompés sur Alice. Tu ne l'as jamais aimée, et pourtant, c'est elle qui te demande pardon. C'est incroyable. Si j'avais été à sa place, je n'aurais probablement même pas ouvert la porte. Et pourtant, elle nous a accueillis avec un grand sourire chaleureux. Regarde nos autres belles filles. Elles ne sont pas aussi respectueuses. Et puis regarde son cadeau par rapport à ton cadeau de ce midi. Même les enfants des autres, ils ne font que des bêtises ou nous réclament des choses. Parfois, ils ne sont même pas contents des cadeaux qu'on leur offre. Mais les enfants d'Alice, nous ne leur avons jamais rien donné. Et pourtant, ils sont adorables, pleins de gentillesse, et ils nous offrent des cadeaux. » Entendant cela, une vague de colère m'a envahi. J'ai répliqué, agacée. « Si tu capitules pour si peu, nous n'atteindrons jamais notre objectif. As-tu pensé à l'avenir de nos petits-enfants? Si nous laissons les choses aller ainsi, ils finiront par épouser n'importe qui, et ils risquent de tomber dans la misère. Toute cette image de la famille parfaite que nous avons construite disparaîtra. » Mon mari m'a alors répondu calmement. « Chérie, la réussite ne dépend pas de ces facteurs. Dans la vie, il n'existe pas de famille parfaite. » Plus tard, en réfléchissant à ces paroles, je me suis demandé, et si c'était lui qui avait raison, et si j'avais fait fausse route tout ce temps? Peut-être qu'Alice était vraiment une bonne personne après tout. Je gardais mes doutes enfouis en moi et continuais à traiter Alice avec la même froideur qu'auparavant. Puis, un jour, je suis tombée gravement malade et j'ai dû être hospitalisée. Seules mes 2 belles-filles étaient au courant. Je n'avais rien dit à Marvin ni à Alice. À l'hôpital, je n'aimais pas les repas qu'on me servait. Alors j'ai appelé mes belles-filles pour qu'elles me ramènent quelque chose à manger. J'espérais des plats faits maison, comme ceux que j'appréciais tant. Mais quand ma belle-fille aînée est venue, elle m'a simplement apporté un plat à emporter qu'elle avait acheté, m'expliquant qu'elle n'avait pas le temps de cuisiner. La deuxième, quant à elle, est arrivée avec des plats chinois qu'elle avait achetés en vitesse, me disant que son travail ne lui laissait pas le temps pour préparer quoi que ce soit. Par politesse, j'ai goûté un peu, mais je n'ai pas pu manger. Je n'ai pas pu
mais je ne pouvais vraiment pas manger ces plats trop salés ou sucrés à mon goût. À l'hôpital, je ne mangeais presque plus, rêvant de repas simples faits maison. Puis, un jour, contre toute attente, Marvin et Alice sont venus me voir. Ils venaient juste d'apprendre que j'étais à l'hôpital. Alice est arrivée, les bras chargés, et en la voyant déballer tous les plats qu'elle avait préparés, j'en avais l'eau à la bouche. Elle avait même apporté un bouillon chaud dans un thermos. Avec un sourire, elle m'a dit « Comment vas-tu, maman? On s'est tellement inquiété qu'on a appris que tu étais ici. Je t'ai apporté des plats. Je sais que la nourriture de l'hôpital n'est pas très appétissante. » Puis, elle a appelé Marvin. « Chérie, approche la table et aide maman à se redresser pour qu'elle puisse manger. » Après 3 jours sans presque rien manger, j'étais affamée. Je me suis empressée de manger. Une fois le repas terminé, Alice, toujours avec ce sourire bienveillant, m'a proposé de me laver les cheveux. J'ai d'abord refusé, lui disant que l'aide-soignante s'en occuperait, mais elle a insisté. Elle m'a alors lavé les cheveux, puis, avec douceur, elle a pris un gant de toilette pour essuyer mon visage, mes mains et mes pieds. Pendant qu'elle s'occupait de moi, elle continuait de sourire et je me suis retrouvée déconcertée. Comment une jeune femme que j'ai tant rejetée pouvait-elle me traiter avec autant de soin sans la moindre trace de dégoût? Mes autres belles-filles, elles, osent à peine s'approcher de moi lors de leur visite, restant à distance pour échanger quelques mots. Mais Alice, elle était là, me prodiguant une attention que je ne méritais pas. Mon mari, visiblement fatigué, m'a dit doucement qu'il était resté à mes côtés tous les jours depuis plus de 3 jours. Il savait à quel point j'avais peur de l'hôpital et combien je détestais être seule, mais qu'il avait besoin de se reposer un peu. Alors, il souhaitait rentrer à la maison. C'est alors qu'Alice, avec son éternelle douceur, a proposé. « Papa, tu peux rentrer avec Marvin. Je vais rester avec maman. » Marvin, soucieux, lui a demandé si elle était vraiment sûre, suggérant qu'il pouvait rester à sa place. Mais Alice a répondu avec un sourire. « Non, c'est mieux que je reste avec elle. Si c'était pour papa, ce serait logique que tu restes, mais pour maman, c'est mieux que ce soit moi. Elle pourrait avoir besoin d'aide pour des choses plus délicates. » Puis, se tournant vers mon mari, elle a ajouté « Oh papa, je l'ai oublié. Je t'ai aussi préparé des plats. Comme maman est à l'hôpital, il n'y a personne pour te cuisiner à la maison, alors j'ai pensé à toi. » La surprise s'est lue sur le visage de mon mari. Il a demandé avec hésitation « C'est les mêmes plats que ceux que tu as fait pour ta mère ?» Quand Alice a confirmé d'un simple oui, son visage s'est illuminé. Alice a alors appelé à Marvin. « Chérie, n'oublie surtout pas de donner le panier repas dans le coffre à papa. » Après leur départ, Alice est restée avec moi jusqu'au soir, me tenant compagnie avec une dévotion qui m'a profondément touchée. Dès lors, tous les jours, sans exception, elle revenait me voir, toujours les bras chargés de plats qu'elle avait préparés pour moi. À chaque fois qu'elle arrivait, mes 2 autres belles-filles, comme par habitude, trouvaient une excuse pour partir plus tôt, ne restant jamais plus d'1 heure. Mais Alice, elle, s'occupait de moi avec une tendresse déconcertante. Elle me lavait les cheveux, me brossait même les dents, me faisait des massages, apaisant mes jambes, mes pieds, mes épaules et ma nuque, toujours avec cette douceur et ce sourire réconfortant. J'étais bouleversée, je ne savais plus quoi penser. J'étais profondément déconcertée, prise dans un tourbillon de sentiments confus. Chaque fois que je refusais ses soins, elle insistait avec une telle gentillesse que je finissais par céder. J'ai alors longuement réfléchi et c'est là que j'ai réalisé à quel point Alice était une personne généreuse et bienveillante. Les belles filles que j'ai toujours privilégiées gardent leur distance, n'osant même pas s'approcher de moi. Pourtant Alice, que j'ai tant négligée, n'hésite jamais à me prodiguer des soins avec une attention et une tendresse incroyables. C'est elle que j'ai méprisée, qui se tient à mes côtés quand j'en ai le plus besoin. Certes, elle n'avait peut-être pas la même intelligence que mes 2 autres belles-filles, mais son cœur, lui, était vraiment immense. Une vague de honte m'a alors envahie. Comment avais-je pu passer tant d'années à la négliger, à la détester, alors que j'aurais dû être reconnaissante d'avoir une belle fille comme elle? J'ai pris conscience de la chance que j'avais, et le poids de ma culpabilité m'a frappée, sachant à quel point elle avait probablement souffert en silence sans jamais se plaindre. J'ai fini par comprendre que sa bonté avait réussi à briser ma méchanceté. Face à tant de générosité et de douceur, je n'avais plus la force de résister. À cet instant, j'ai saisi toute la vérité derrière l'expression
le bien triomphe toujours du mal. Car c'est ce que je vivais, incapable de lutter contre la chaleur de son grand cœur. Un jour, alors que mes larmes coulaient doucement, submergée par la culpabilité de tout le mal que je lui avais fait, Alice s'est approchée avec une infinie douceur. Elle m'a regardée tendrement et m'a dit « Maman, pourquoi pleures-tu? Ne pense pas à ta maladie. Je suis certaine que tu vas guérir. » Elle sortit alors un petit bracelet de son sac et le glissa sur mon poignet. « Maman, c'est un bracelet porte-bonheur. Avec ça, tu n'as plus à t'inquiéter. Concentre-toi sur ta guérison. Ne pleure plus, maman. » Prenant mon courage à deux mains, je lui ai répondu, la voix tremblante. « Alice, je ne pleure pas à cause de ma maladie. Si je pleure, c'est parce que je me déteste pour tout ce que je t'ai fait subir. Comment peux-tu ne pas me haïr? Pourquoi te préoccupes-tu autant de moi alors que je ne t'ai jamais aimé? » Alice m'a regardée avec la même douceur et m'a dit « Maman, je ne t'en ai jamais voulu. Tu as le droit d'aimer et de préférer qui tu veux. Cela ne me concerne pas. L'essentiel pour moi, c'est que tu m'as offert le plus beau cadeau, ton fils. Sans Marvin, je ne saurais comment vivre. Si je prends soin de toi, c'est parce que j'aime ton fils. Mes parents m'ont toujours appris à aimer mes beaux-parents comme mon propre mari. Tu n'as rien à faire, maman. C'est moi qui te suis reconnaissante d'avoir donné naissance à Marvin. Ton fils m'aime, et comme il est de toi, c'est comme si tu m'aimais aussi. » Les larmes aux yeux, bouleversée par tant de bonté, je lui ai murmuré. « Alice, depuis ce jour de la fête des mères, je n'ai cessé de réfléchir. Ton père a sans doute raison. Peut-être es-tu moins intelligente de la tête, mais tu as une intelligence du cœur qui dépasse tout. Pardonne-moi, Alice. Je te demande sincèrement pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Aujourd'hui, ton grand cœur m'a vaincue. » Alice, toujours souriante, a essuyé mes larmes, me répétant que je n'avais rien à lui pardonner. Elle est venue me voir tous les jours, prenant soin de moi, jusqu'à ma sortie de l'hôpital. Aujourd'hui, je m'efforce de réparer le temps perdu avec Alice, et j'ai mis de côté toutes les distinctions que je faisais entre mes belles-filles. J'ai compris à quel point j'étais dans l'erreur. J'ai toujours cru que l'intelligence et la réussite étaient les seuls critères de valeur, mais j'ai découvert que la véritable richesse réside ailleurs. Alice, avec sa modestie et sa capacité à aimer malgré les difficultés, m'a appris ce que signifie vraiment la bonté. Issue d'une famille prospère, j'ai longtemps utilisé mon statut et mes connaissances intellectuelles comme des boucliers, sans jamais vraiment considérer les aspects essentiels de la vie, l'amour, la chaleur humaine et la compassion. Mon regard sur le monde était limité par mes propres privilèges et j'ai négligé l'importance de ces qualités fondamentales. Je suis profondément touchée par la manière dont Alice a su me pardonner et m'ouvrir les yeux. J'ai appris que les personnes les plus riches ne sont pas toujours celles qui ont le plus d'argent ou de savoir, mais celles qui savent offrir de l'amour et de la chaleur humaine. Mon cœur est désormais ouvert et je fais tout pour honorer cette leçon précieuse, en cherchant à construire des ponts et à cultiver la gentillesse dans toutes mes relations.